Quentin Randax, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de venir partager ton quotidien, on peut dire, sur la chaîne YouTube d'Alpacity. Alors on va parler cybersécurité, on va également parler réglementation et aussi scénario et vécu que tu as eu et que tu as tous les jours au sein de l'entreprise. Et avant tout, est-ce que tu pourrais te présenter succinctement ? Tout d'abord, merci de ton invitation. Donc, mon nom est Quentin Randax. Je suis consultant en sécurité de l'information pour Approach Cyber. Alors, quel est un petit peu ton parcours ? Comment est-ce que tu es arrivé dans la cybersécurité ? Alors, j'ai un parcours un peu atypique parce qu'effectivement, j'ai pas un bachelor ou un master en informatique. Moi, j'ai fait une reconversion effectivement dans la sécurité de l'information. J'ai commencé dans le commerce international, dans les relations internationales et en fait, j'ai très vite rebondi dans une entreprise qui travaillait dans le secteur de l'éducation. Et donc, mon rôle était de développer des programmes d'éducation pour des universités américaines, suisses, européennes, surtout dans des pays émergents. Et c'était le début aussi des programmes hybrides, donc des programmes de e-learning, puisqu'on avait des formations en ligne qu'on donnait dans ces pays émergents. Et puis, on envoyait aussi des professeurs où les élèves venaient aussi en Suisse ou aux États-Unis. Donc, j'ai toujours eu un attrait vers les outils informatiques. Et puis, bon, à l'époque, maintenant, il y a le Covid qui est passé. C'est facile pour tout le monde, effectivement, de suivre des cours en ligne. Mais en 2012-2013, les connexions Internet, c'était pas ça du tout. Il y avait que Skype comme outil, donc on n'avait pas Teams, on n'avait pas les visioconférences. Il n'y avait pas le support aussi de cours en ligne. Donc, il a fallu créer tout cet ensemble. Et puis, pour la petite histoire, en fait, il y avait dans un pays, je ne vais pas citer lequel, mais effectivement des étudiants qui sont rentrés dans le système et puis qui ont été changés leur score des cours. Et donc effectivement cet attrait vers la sécurité a été à ce moment-là assez intéressant pour moi de regarder qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux. Et puis avec aussi l'avènement du RGPD, de la réglementation en place, je me suis réorienté effectivement vers la sécurité de l'information et la cybersécurité. Ce qui te permet aussi de vulgariser en quelque sorte un domaine, un secteur qui est quand même très codifié, on peut dire. Oui. Alors, effectivement, de mon expérience, j'ai beaucoup travaillé avec des dirigeants d'entreprise parce qu'on faisait beaucoup de cours liés effectivement des exécutives master, donc liés plus à des professionnels. Et donc, mon objectif, c'était vraiment de vulgariser un sujet et puis effectivement de pouvoir bien expliquer, faire le lien, effectivement, en tout cas, c'est ce que je fais de manière quotidienne, faire le lien entre la direction qui n'a pas forcément toutes les notions informatique, sécurité, et puis les équipes informatiques qui veulent dégager du budget parce que la sécurité, elle est là, elle est réelle. Et donc, c'est faire le lien entre les deux, faire la balance, effectivement, entre ces besoins de sécurisation, puis les besoins, effectivement, de pouvoir supporter la création d'activités d'une entreprise. Alors, j'ai envie de te demander quelle est un petit peu la situation actuelle du secteur de la cybersécurité. Est-ce que tu pourrais nous faire en quelque sorte un petit état des lieux et si tu avais aussi quelques chiffres sans nous faire peur? Oui. Alors, de toute façon, on en entend parler tous les jours dans les médias. Il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, c'était de manière vraiment sporadique. C'est-à-dire que peut-être tu as entendu parler de gros ransomware, WannaCry ou Petya, NotPetya, mais c'était vraiment très, très sporadique. Et puis, vers les années 2015, effectivement, il y a des groupes malveillants qui se sont professionnalisés. Il y a eu plusieurs éléments comme le Covid, le télétravail, la situation géopolitique, la digitalisation, qui ont fait effectivement que la cybermenace a augmenté et augmenté assez rapidement. Et pour te donner quelques chiffres, effectivement, en Suisse, il y a une augmentation en 2022 par rapport à 2021 de 61% des cyberattaques. Au niveau mondial, je crois qu'on parle de 38%, au niveau européen de 26%. Donc il y a quand même un delta. En 2022, juste pour le premier semestre, il y a eu 236 millions d'attaques par ransomware. Donc en fait, pour une entreprise, c'est une attaque toutes les 14 secondes. Donc effectivement, le paysage de la cybermenace a vraiment augmenté de manière
Faramineuses, Ouais. oui, c'est ça. Les chiffres sont exponentiels. On prédit effectivement pour 2026 une augmentation de 120% des cyberattaques. Donc effectivement, on est dans un paysage qui est de plus en plus, qui fait de plus en plus peur et qui touche toutes les entreprises, qui touche tous les individus également. Quels sont finalement les facteurs qui augmentent ces cyberattaques? On en a parlé un tout petit peu, hein, mais pour moi, il y a 4 facteurs importants. Le premier, c'est effectivement la digitalisation et la dépendance aux outils informatiques. Auparavant, effectivement, il y avait dans une entreprise un PC, un serveur, tout était assez local. Maintenant, on utilise de plus en plus des outils SaaS, on reçoit de plus en plus d'emails, on est constamment à son téléphone. Il y a de plus en plus, effectivement, de dépendance à la donnée. C'est un facteur très important et donc en fait pour toutes les entreprises elles ont dû augmenter leur surface d'attaque. Même en tant qu'individu, aujourd'hui tu fais beaucoup plus d'actions par rapport à tes données en ligne que ce que tu ne faisais avant. Si on regarde juste un petit peu avant le Covid, il n'y avait que très peu d'outils de visioconférence. Maintenant, si je dis à une entreprise, écoutez, j'enlève votre outil de visioconférence, je pense qu'il y aura quand même quelques problèmes. Donc effectivement, il y a vraiment cet aspect-là qui est très important, c'est que c'est vital pour une entreprise d'avoir une stratégie de digitalisation et on lui demande généralement de faire beaucoup plus avec beaucoup moins. Et puis, il y a un deuxième aspect à ça, c'est qu'il y a une évolution technologique qui est de plus en plus rapide. On peut le voir avec l'intelligence artificielle, par exemple. Alors, ça date des années 70, mais ChatGPT, toutes les opportunités que tu as avec des API, avec des add-ons, ça évolue tellement vite que en fait, tu n'as pas le temps d'incorporer la sécurité dans cette stratégie. C'est la même chose pour la réglementation. Je veux dire, l'évolution technologique va beaucoup plus vite que la réglementation. Et donc, effectivement, il faut que toutes les entreprises prennent conscience de ce point de vue-là. C'est qu'il ne faut pas mettre la sécurité sur le côté. C'est vraiment quelque chose à mettre en place. Le troisième élément, c'est il y a une augmentation simplement de la menace en règle générale. C'est normal. Il y a plus d'argent à se faire et donc on a vu une augmentation du nombre de groupes malicieux qui sont là simplement pour aller récupérer de l'argent finalement il y a de plus en plus de vulnérabilités à exploiter également, donc c'est simplement l'appât du gain et la possibilité de se faire de l'argent. Comme je l'ai dit, ils vont exploiter une surface d'attaque qui est de plus en plus importante et donc c'est plus facile, plus rentable pour eux de le faire. Au-delà de ces groupes malveillants qui sont plus orientés vers aller rechercher finalement l'argent, il y a aussi un contexte géopolitique avec des groupes qui sont un peu plus étatiques, des activistes effectivement, qui vont aller menacer des pays, des institutions publiques dans un contexte géopolitique qui est actuellement assez spécifique. Donc voilà, ce secteur de la menace, il existe et il évolue avec l'évolution aussi de la digitalisation. Tu parlais de chiffres, il y a, je crois, des milliards d'emails qui s'envoient tous les jours, et à peu près 25%, ce sont des emails de phishing ou de spam. Il y a chaque mois 1,5 million de pages Internet qui sont des pages dédiées aux tentatives de phishing. Donc, c'est juste exponentiel en fait par rapport à cette menace-là. Une des menaces que tu peux avoir aussi, ce sont ce qu'on appelle les script kiddies, ou les loups solitaires, les individus qui vont se former eux-mêmes. Et en fait, tu vas sur YouTube et tu tapes, comment est-ce que je peux hacker le Wi-Fi de mon voisin, comment récupérer des mots de passe, et tu vas trouver tellement de tutoriels, tu vas trouver tellement d'informations que c'est extrêmement facile de se former et de passer du mauvais côté aussi de la barrière, je dirais. À l'heure actuelle aussi, dans le secteur informatique, et donc la cybersécurité fait partie du secteur informatique, il y a une pénurie de talents.
Et donc, voilà, je crois qu'il manque 3,5 millions de professionnels en cybersécurité en 2023. Donc c'est énorme. Et il faut faire en fonction de l'adaptation aussi technologique. Donc c'est aussi un challenge pour les entreprises de pouvoir recruter les bonnes personnes. Et le challenge, je crois qu'il est beaucoup plus quantitatif que qualitatif. Hein. Il suffit simplement d'aller faire un tour sur LinkedIn pour voir toutes les offres en cybersécurité. Et voilà, c'est une problématique, une réelle problématique effectivement pour les entreprises. Est-ce que la Suisse est une cible de choix pour les hackers ? Est-ce qu'il y a des raisons pour ça, si la réponse est oui? Alors, tous les pays confondus sont des cibles pour les hackers, c'est simplement une question d'opportunité. Alors, la Suisse, elle est visée, bien entendu, elle est visée pour plusieurs raisons, et je pense qu'il faut vraiment bien comprendre aussi quelles sont les menaces. Typiquement, si vous avez des groupes malicieux qui vont rechercher l'appât du gain, forcément, la Suisse, avec son tissu économique, avec son économie solide, avec ses secteurs d'activité bancaires, pharmaceutiques, d'innovation, forcément, on va aller chercher les entreprises où on peut avoir le plus de rentabilité. Donc ça, c'est sûr. Et puis, il y a effectivement beaucoup d'entreprises ou d'individus qui sont vulnérables, qui ne sont pas préparés forcément, avec un niveau de maturité ou de connaissance en sécurité qui est assez faible. Et donc, soit on va aller viser le gros acteur qui est peut-être un peu plus préparé, mais avec beaucoup de potentiel, soit on va aller effectivement viser les entreprises ou les individus qui ne sont pas forcément préparés, pour lesquels effectivement on va avoir moins de revenus, moins de possibilités de dégager de l'argent, mais ça va être beaucoup plus facile à aller viser. On parlait effectivement des différentes menaces. Tu as en Suisse beaucoup d'organisations internationales, non gouvernementales, beaucoup d'acteurs qui sont liés effectivement à la géopolitique. Et donc effectivement, c'est également un secteur qui est ciblé pour certains groupes étatiques qui vont aller pour des raisons politiques, qui vont aller pour des raisons effectivement géopolitiques ou d'intérêt ou même d'espionnage, aller collecter, aller viser certaines entreprises. Est-ce que c'est vrai qu'on est des bons payeurs, les Suisses ? Dans les chiffres. Pas plus que les autres. De toute façon, la recommandation, c'est de toute façon de ne pas payer. Mais effectivement, il y a certaines entreprises qui vont plus facilement payer pour récupérer des données. Et là, effectivement, nous, en tant que professionnels de la sécurité, on recommande de mettre plus le budget dans la préparation plutôt que de sponsoriser en fait, des activités illégales, des activités terroristes. Donc, effectivement... Pour nous, le point d'attention, c'est effectivement de ne pas payer, mais effectivement, en termes de rentabilité pour un groupe malveillant, autant viser la Suisse plutôt qu'un autre pays. Est-ce que tu penses qu'on a en Suisse la culture de la cybersécurité, comme on pourrait avoir la culture du secret ? Alors, ce sont deux termes qui sont complémentaires. Ouais. Donc tu parles de la culture du secret, effectivement il y a une culture du secret, mais ici on va aborder uniquement un des aspects de la sécurité de l'information, qui est l'aspect de confidentialité. Donc effectivement il y a une culture du secret, il y a une culture de la confidentialité, mais qu'il faut mettre en balance aussi avec, comme je l'ai dit, le développement de ta surface d'attaque. Et si on parle de sécurité de l'information, en fait tu vas également devoir protéger, garantir la confidentialité, l'intégrité de la donnée et la disponibilité de la donnée. Donc, effectivement, tu as un aspect sur l'aspect peut-être un peu plus confidentiel qui est adressé, mais le niveau de maturité et surtout des PME par rapport à ces autres aspects, donc l'intégrité, la disponibilité de l'information également, qui est en lien avec la confidentialité, là, effectivement, il y a encore une marge de progression. Et je pense que ça s'entend dans les dernières études. Effectivement, la Suisse est un peu en retard, ou en tout cas, le niveau de maturité doit augmenter. Et c'est paradoxal parce que tu vas avoir des secteurs, typiquement le secteur bancaire ou le secteur pharmaceutique, qui ont un environnement réglementaire qui vraiment leur oblige de dépenser de l'argent et puis de bien se protéger. Et puis il y a forcément des impacts de réputation financiers aussi pour eux. Donc eux
pour avoir un gros budget, pour pouvoir se défendre. Et puis, à l'opposé, tu as le secteur plus des PME qui a un niveau de maturité, qui a peut-être des budgets en matière de cybersécurité qui sont beaucoup plus faibles. Et donc, effectivement, l'objectif, en tout cas en Suisse, c'est de pouvoir développer aussi cette culture de la sécurité. Et il y a des actions qui se sont mises en place en Suisse. On parle de la Trust Valley, par exemple, avec le programme Trust for SMEs, le Centre national de cybersécurité suisse, qui, on est en octobre pour l'instant, c'est le mois européen de la cybersécurité, donc ils sont associés effectivement, ils sont associés avec les organismes européens aussi pour faire vraiment de la sensibilisation auprès des individus et auprès des acteurs économiques. Donc je pense qu'on est sur la bonne voie, mais il y a encore une grosse marge de progression. Tu parlais justement des coûts. Alors les grandes entreprises peuvent se payer en quelque sorte toute l'infrastructure de sécurisation des systèmes. Qu'en est-il pour les PME? Est-ce que ça devient de plus en plus accessible? Est-ce qu'il y a l'industrie qui s'organise pour que les PME puissent se protéger correctement? Alors, les coûts informatiques en règle générale ont augmenté, mais c'est normal puisque on utilise beaucoup plus les outils informatiques pour créer de la valeur. Donc, il y a un certain retour sur investissement. Néanmoins, la cybersécurité, la sécurité, c'est un coût en fait pour chacune des entreprises, avec pas forcément un retour sur investissement. Et donc, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la cybersécurité, elle est là pour protéger le business, pour favoriser effectivement la création de valeur et proposer des services pour les entreprises. Donc, effectivement, en grande majorité, c'est une question de choix, d'analyse de risque, de bien savoir ce que l'on veut protéger, ce que l'on doit protéger. Et je crois que c'est ça, surtout pour les PME, c'est ça qu'il faut absolument faire, c'est se dire, je suis obligé, pour pérenniser mon activité, pour continuer à avoir la confiance dans ces outils numériques, à les protéger, mais à quel coût et avec quelle balance. J'ai tendance à dire que les coûts de la cybersécurité ont augmenté surtout avec le Covid, puisque tout le monde est parti en télétravail. Donc ça dépend vraiment aussi du contexte de chaque entreprise. Une entreprise bancaire ou médicale, mais forcément, ils ont un niveau de risque qui est beaucoup plus élevé, et donc ils vont devoir effectivement dépenser un peu plus d'argent. Et pour les PME, ils vont de toute façon aussi devoir faire un peu de digitalisation. Maintenant, il y a des choses qui peuvent se faire à moindre coût également par rapport à son propre contexte. Et je pense que c'est ça qui est vraiment très intéressant et très important pour les PME, c'est de se dire par rapport à mon contexte, quels sont mes risques, et se dire effectivement, je vais prendre cette mesure-là parce que je sais que ça a un coût assez faible, parfois un coût zéro. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire gratuitement, c'est simplement de la sensibilisation. Mais il va falloir effectivement, pour continuer l'utilisation de ces outils digitaux, effectivement mettre un peu plus de budget dans la sécurité, mais ça l'est tout aussi bien pour les grandes entreprises que les petites entreprises, les entreprises publiques que les entreprises privées, au même titre que pour les individus. Tout n'est pas gratuit. Et donc, effectivement, au plus on va utiliser des outils digitaux personnels, au plus il va falloir effectivement se protéger. Alors, quelle est un peu votre approche, j'ai envie de dire, chez Approach Cyber, si je le prononce correctement? Comment vous aidez finalement les PME? Donc Approach Cyber, c'est une entreprise qui est spécialisée en cybersécurité et en protection des données, données personnelles ou données d'affaires, données simplement d'information. Donc nous, notre objectif, c'est vraiment d'apporter de la cybersérénité à nos clients. En gros, nous, on connaît notre métier, on analyse constamment les menaces et on peut aider les clients à se focaliser sur justement leur business, leurs activités quotidiennes. Donc nous, on vient vraiment en support, et c'est vrai que ça peut être très coûteux pour une entreprise d'avoir à l'intérieur un informaticien, d'avoir un expert en cybersécurité, sachant qu'il n'y en a pas sur le marché. Donc effectivement, nous, on va pouvoir réduire ces coûts parce qu'effectivement, on travaille avec plusieurs entreprises et on va pouvoir effectivement les aider. Alors nous, on va couvrir l'ensemble effectivement du spectre de la cybersécurité, c'est-à-dire qu'on peut aussi bien les accompagner
dans de la consultance, dans du conseil sur les mesures de protection à mettre en place. On travaille beaucoup avec les entreprises au début pour dessiner leur feuille de route en matière de cybersécurité. Voilà, quels sont vos risques par rapport à votre secteur, par rapport à aux informations que vous gérez. Est-ce que vous avez un bon niveau de maturité? Sur quoi il faut investir? Quelles sont les priorités, parce qu'effectivement, le budget, les priorités, le temps, c'est quelque chose qui est essentiel pour toutes les entreprises. Et on va vraiment les accompagner à faire les bons choix. On les accompagne également justement en leur offrant des services managés de cybersécurité. Ça veut dire qu'on va surveiller ce qui se passe sur le réseau en interne, la gestion des comptes, et ça 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. On peut les accompagner également s'ils ont eu un incident de sécurité, aller analyser quelle est la profondeur de l'incident, quels sont les impacts, les aider à recouvrir les activités et les aider effectivement à aller voir, finalement faire des analyses, de voir si est-ce que l'attaquant est finalement là, est-ce qu'il est bien parti, jusqu'où il a été. Et puis on a aussi des aspects de développement, puisqu'on développe aussi des applications sécurisées. Alors, pour des clients privés, mais aussi pour les clients étatiques, justement, plus avec un aspect de cybersécurité et de sécurité de l'information. Et dans ces équipes-là, ce qu'on va pouvoir faire aussi, c'est aussi tester les solutions aussi de nos clients, faire des tests de pénétration pour dire attention, là vous avez des vulnérabilités et effectivement, au lieu de dire on a cassé, on a découvert la vulnérabilité et puis on s'arrête là, à vous de corriger, on peut vraiment les aider à prendre des mesures ou des éléments, à mettre en place des éléments de sécurité pour mieux se protéger avec une vision aussi pérenne. Donc c'est vraiment instaurer une culture de la sécurité. Alors on aime bien les exemples sur cette chaîne, des choses un petit peu concrètes. Oui. Tu aurais 2-3 histoires à nous raconter, vécues, sans nous faire peur, mais je pense qu'une petite piqûre de rappel des risques liés à la cybersécurité, c'est bien. Oui. Là, des exemples, il y en a pléthore, il y en a beaucoup. Il suffit simplement d'aller sur RTS ou sur Le Temps, et puis on en découvre beaucoup. Il y a Roll, il y a Explain, il y a les hôpitaux, les universités. Donc il y en a beaucoup. Oui, il y en a un que j'utilise souvent, il y en a même 2 que j'utilise souvent. Je vais peut-être les partager avec toi. Il y en a un qui est... Alors c'est public, et j'encourage vraiment les gens à aller voir le reportage d'Arte sur la cybersécurité. C'est le cas de Swiss Windows. Pourquoi? Parce que nous, on travaille beaucoup avec des entreprises plus industrielles, donc on est dans de la production, pas forcément dans de la donnée, donc on peut se dire il n'y a pas vraiment d'intérêt pour les cyberattaquants. Mais ce cas-là, il est très spécifique parce qu'effectivement, alors c'est un sujet qui date parce qu'effectivement, ils se sont fait hacker en mai 2019, mais pour moi, qui est toujours d'actualité et qui est toujours concret à l'heure actuelle. Donc, via un envoi d'email de phishing, un des employés, il y a une centaine d'employés dans cette entreprise qui fabrique des fenêtres, un des employés a cliqué et puis il y a un ransomware, donc un logiciel malveillant qui s'est déployé dans l'ensemble de l'infrastructure du réseau. Puis c'est une entreprise effectivement qui a des processus industriels qui sont aussi informatisés. Et puis d'un coup, plus d'outils de production, puisque forcément informatisés, plus accès aux fichiers des clients, à la comptabilité, au suivi des commandes. Et donc c'est la catastrophe forcément, puisque on ne sait pas quand on doit livrer le client, quel client on doit livrer, où on doit le livrer. Et ils ont reçu effectivement une demande de rançon qui était à l'époque, je crois, de 1 million ou quelques millions, donc impayable pour les dirigeants. Et encore une fois, sans savoir si, même si on paye la rançon, on aura la possibilité de récupérer cette information. Donc ils décident de ne pas payer, ils font appel à une entreprise qui vient analyser les dégâts. Malheureusement pour eux, toutes les sauvegardes avaient été aussi touchées par l'attaque, et donc forcément ils ont tout perdu. Donc il y a les clients effectivement qui commencent à appeler. Où sont mes fenêtres, qu'est-ce qu'il est en train de se passer. Et donc, effectivement, on peut continuer certaines activités, on peut remettre en place l'outil de production, mais on a perdu effectivement tout le listing des clients, toute la facture, toute la comptabilité. Et donc, ils avancent petit à petit en fonction effectivement des clients qui vont les appeler en disant écoutez, voilà, moi j'ai mon bon de commande en papier, je vous donne les informations, et puis ils arrivent à récolter toutes les données.
Mais finalement, voilà, au bout de quelques semaines, les clients commencent à vraiment être impatients, demandent des rabais. Et donc, effectivement, quelques mois plus tard, je crois que 9-10 mois plus tard, ils ont dû déposer le bilan parce que effectivement, ils ont perdu tout cet outil de production et ils ont perdu la confiance aussi des clients et c'était simplement impossible de reprendre les activités telles qu'elles étaient auparavant. Donc, un email de phishing par rapport justement à une entreprise qui n'est pas forcément dans la donnée en tant que telle. Tu sais où ils en sont aujourd'hui? Alors, elle a déposé le bilan. Ah, Cette pardon. entreprise. Donc les conséquences, en fait, les conséquences. Elle a déposé le bilan. Oui, les conséquences sont dramatiques. Un autre cas, c'est effectivement un gros garage automobile. Et donc là, ils ont visé vraiment le département comptable. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont envoyé un mail de phishing pour récupérer le nom d'utilisateur, le mot de passe. Ils sont rentrés dans le système. Et ils ont changé la manière dont tu envoies les emails. Donc, ils ont paramétré la boîte de messages pour que chaque email qui soit envoyé avec la facture soit envoyé à l'attaquant qui recevait la facture, qu'elle ait modifié le numéro IBAN et qu'il renvoyait à la personne. La personne allait contacter l'entreprise en disant « Écoutez, moi j'ai payé ma voiture et donc on se voit plus tard ». Ils ont fait ça sur une période très très courte, 2-3 semaines, mais l'impact, effectivement, on parle en millions, sans effectivement exfiltrer de l'information, bloquer tout le système. Non, non, c'est vraiment faire de l'ingénierie sociale et exploiter effectivement des processus qui sont en place, encore une fois, à des fins pécuniaires. J'ai découvert aussi que de l'autre côté, justement, des hackers, c'est une réelle organisation. Donc, quand on se fait hacker, il y a un support, un service après-vente. On arrive vraiment à parler à des personnes qui nous expliquent comment payer la rançon, etc. Justement, au niveau des profils, on en manque aussi. Quelle est un peu la différence entre toutes ces personnes qui ont finalement les mêmes compétences, qu'on soit hacker ou protection de la sécurité informatique? Comment ils s'organisent un petit peu cet écosystème et où est un petit peu la limite entre les deux? Alors, on va peut-être revenir justement sur la définition de hacker, parce que c'est un point qui est important, parce que chez Approach, on a des hackers. Ce sont des hackers éthiques. En fait, un hacker, c'est un professionnel qui a des compétences alors en informatique ou en processus et qui va être à la recherche effectivement de vulnérabilités ou de failles dans un système, dans un processus et qui va exploiter effectivement ces failles. Tu as deux types effectivement de hackers. Tu as ce qu'on appelle les white hat, les chapeaux blancs, qui sont les hackers éthiques, qui vont le faire dans un but d'amélioration et de protection d'une entreprise. Donc, chez Approach Cyber, on a une quinzaine de personnes qui effectivement sont engagées. Donc, on signe un contrat sur un périmètre qui est bien défini et qui vont faire des tests de pénétration sur des infrastructures, sur des sites internet, pour effectivement analyser quelles pourraient être les failles. Est-ce qu'avec, en tant que client, un nom, un prénom, une adresse mail, est-ce que je peux finalement aller acheter des cartes Amazon ou faire des paiements dans un site de e-commerce? Et puis tu as la version un peu plus dark, et les deux requièrent les mêmes compétences. Ce sont des personnes effectivement qui ont des intentions malicieuses, illégales, pour voler de l'information, extorquer de l'argent aux entreprises, de pouvoir faire de la pression, effectivement, mettre de la pression sur certaines entreprises, organisations. Et donc, effectivement, la barrière entre les deux, elle est très fine, puisque finalement, les compétences sont identiques, c'est juste l'objectif qui est différent. Et entre les deux, la barrière est fine, il y a ce qu'on appelle aussi les grey hats, qui effectivement sont un petit peu entre les deux. Parfois font du white et parfois font du black. Pour finir les fins de mois, tu dis? Exactement, ou simplement pour une reconnaissance personnelle aussi, parfois. Et donc moi je recommande effectivement à toutes ces personnes qui ont un attrait vers justement la cybersécurité de passer du bon côté de la barrière, parce qu'effectivement il faut vraiment développer une confiance dans l'économie au niveau sécurité, au niveau respect de la vie privée. Et je pense effectivement qu'il y a énormément de choses à faire pour pouvoir
continuer cette confiance dans le monde digital. On a les nouvelles technologies qui arrivent dans le paysage également de la cybersécurité. Et je prends pour exemple l'intelligence artificielle. Selon toi, comment l'IA influence le secteur de la cybersécurité et qu'est-ce qu'elle permet de faire ? C'est un vaste topic parce qu'effectivement, l'intelligence artificielle, je crois qu'elle va impacter tous les secteurs confondus. Donc la cybersécurité, effectivement, on n'y échappe pas, à la fois du côté des opportunités, puis aussi du côté des menaces. J'ai tendance à penser effectivement qu'il y a beaucoup plus d'opportunités à pouvoir l'utiliser à des fins défensives, mais effectivement, les attaquants vont également utiliser ces outils, comme toute entreprise, pour être plus performant, pour dégager effectivement plus d'opportunités. Et donc quand on parle d'intelligence artificielle, alors c'est un vaste sujet parce qu'effectivement il y a beaucoup de sous-domaines dans l'intelligence artificielle. Si on parle effectivement de tout ce qui est intelligence IA générative, donc qui permet effectivement de créer des images, du texte, de la voix, il y a énormément de choses qui peuvent se faire effectivement du côté positif, mais moi avec ma casquette cybersécurité, on peut se dire qu'effectivement que tous les attaquants vont pouvoir utiliser ces outils pour créer du deepfake, créer effectivement des fraudes, par exemple au CEO en imitant les voix, utiliser la génération de texte, donc tu as ChatGPT qui te permet effectivement d'être plus efficace, de créer de meilleurs emails, associé avec DeepL pour le faire dans un bel anglais. Effectivement, tu peux te dire que les hackers vont faire exactement la même chose, qui vont pouvoir exploiter effectivement toutes les données que tu as visibles sur chaque individu pour pouvoir automatiser le processus. Typiquement, avec ton nom, ton prénom, je peux retrouver effectivement quels sont tes contacts sur LinkedIn, sans doute ton adresse, peut-être des mots de passe qui ont été vérolés, et je vais pouvoir utiliser l'intelligence artificielle qui va créer des campagnes de phishing avec les informations qui se sont retrouvées en clair sur Internet, et puis derrière même engager une conversation sur base des informations qu'elle a déjà de disponibles. Donc tu n'as plus besoin d'un humain derrière qui va lancer ses activités, l'intelligence artificielle va pouvoir le faire. Donc ça c'est le côté un petit peu plus dark, mais on parlait de pénurie de talents en cybersécurité, mais je crois qu'il y a vraiment un potentiel effectivement de pouvoir utiliser l'intelligence artificielle pour pouvoir effectivement, avec la puissance de calcul que tu peux avoir, avec du machine learning, avec du deep learning, pour pouvoir effectivement mieux détecter les menaces, pouvoir automatiser aussi la réponse aux menaces. Lorsqu'on doit faire des investigations après un incident, c'est des milliers de logs qu'il faut analyser. Une intelligence artificielle ou ces outils effectivement vont nous permettre effectivement d'être beaucoup plus efficaces. Parmi la gestion de vulnérabilité, alors ça c'est un sujet très intéressant parce que pour les équipes informatiques, gérer des vulnérabilités, ça devient de plus en plus compliqué, parce que le nombre de vulnérabilités 0D, c'est-à-dire pour lesquelles il n'y a pas de patch, a augmenté. Pour 2023, on parle d'une augmentation de 23% du nombre de vulnérabilités, donc 1900 vulnérabilités par mois. Donc, tu t'imagines que l'informaticien derrière qui doit aller regarder tous les systèmes vulnérables, aller mettre des patchs, des correctifs, effectivement, peut-être que l'intelligence artificielle va permettre d'être beaucoup plus efficace. Maintenant, effectivement, tout ceci a un coût. L'intelligence artificielle, les résultats, en tout cas, ne sont pas à 100%. Mais ça ouvre vraiment beaucoup de potentiel. Et même chez nous, effectivement, chez Approach, on va utiliser ces outils-là pour être de plus en plus efficace. Donc, il y a déjà des analyses par rapport au comportement des utilisateurs où l'intelligence artificielle, elle va capturer toutes ces informations et puis faire de l'apprentissage sur ce qui est légitime, ce qui pourrait être frauduleux. Donc ça aide aussi nos responsables du Security Operations Center. Et puis effectivement, pour détecter et pouvoir répondre à certains incidents, au lieu d'avoir quelqu'un derrière son écran qui est là tout le temps, effectivement, tout ce qui est faux positif ou vrai négatif, effectivement, ça va vraiment aider, je pense, à la prise de décision.
Ce que tu dis sur l'analyse des comportements, c'est utilisé par exemple dans certaines banques qui nous appellent en disant ah, mais là, en fonction de l'analyse de vos comportements ou de votre vie, vous faites quelque chose d'étrange, donc on se permet de vous appeler. Ça m'amène aussi sur le sujet de la protection des données. Vaste sujet. Est-ce qu'on peut continuer à utiliser l'intelligence artificielle pour le bien, tout en respectant la LPD, RGPD et toutes les réglementations qui sont aujourd'hui en train de se mettre en place en Europe et aussi en Suisse? C'est effectivement, comme tu l'as dit, un questionnement, et on revient au début de notre intervention, où on expliquait pourquoi est-ce qu'on a autant de cybermenaces. C'est parce qu'il y a une évolution technologique et derrière, la réglementation, finalement, ne suit pas forcément. Et forcément, il faut mettre un cadre derrière l'utilisation de ces outils-là. Dans la réglementation européenne ou la nouvelle réglementation sur la protection des données, il y a un aspect qui est forcément lié aussi au mécanisme de décision automatisée. Donc cet aspect est plus ou moins couvert, mais derrière l'utilisation des outils d'intelligence artificielle, il y a tout le questionnement éthique aussi par rapport à l'utilisation de ces outils-là. Et je pense qu'effectivement, il y a encore un vaste sujet à développer. L'Europe, effectivement, est en train de travailler sur l'IA Act. C'est un cadre réglementaire, mais qui ne couvre qu'une partie, effectivement, de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Et je pense qu'effectivement, il va falloir mettre un cadre réglementaire, tout comme la protection des données avec la nouvelle réglementation, la nouvelle loi sur la protection des données. Il faut mettre un cadre sur la manière dont on peut utiliser ces outils-là, la manière dont on peut développer aussi ces solutions, parce que l'impact derrière, il est incommensurable. La Suisse, pays de l'innovation, les cadres réglementaires freinent parfois l'innovation, notamment ce qu'on peut faire avec l'IA. L'IA Act, je crois qu'il y a déjà une liste d'intelligence artificielle qui ne sont... Oui, vas-y. Oui, alors là, c'est la réglementation européenne. C'est vrai que je mélange les deux, mais on tend à aller vers une réglementation européenne. Justement, la question, est-ce qu'on devrait suivre plutôt la trajectoire de la réglementation américaine ou européenne en tant que pays innovant en Suisse? Alors, il faut savoir qu'effectivement, la Suisse n'a pas la même réglementation que la réglementation américaine ou européenne, mais il faut effectivement tendre aussi vers ces mécanismes de réglementation. Il faut effectivement mettre des garde-fous. Et je pense qu'ici, par rapport à ta question spécifique sur la Suisse, je pense effectivement que la Suisse doit se doter de réglementations spécifiques, notamment sur la souveraineté, par exemple, du cloud, sur la gestion de l'information et le respect de la vie privée, sur les aspects aussi de cybersécurité, notamment liés au secteur essentiel. Secteur médical, transport, télécommunications, l'énergie, par exemple. On peut voir effectivement que la réglementation européenne a évolué, notamment avec la réglementation DORA pour le secteur financier, avec la NIS qui oblige les secteurs essentiels et maintenant aussi les administrations publiques, par exemple, à mettre en place des mesures de sécurité en matière de cybersécurité. On parle de la revue aussi du RGPD pour inclure aussi des éléments qui, en 2018, n'existaient pas. Et donc, effectivement, je pense que la Suisse doit avancer dans cette réglementation-là pour pouvoir simplement offrir un cadre aux entreprises. Et en même temps également, malheureusement, on est obligé de passer par là, mais c'est obligé à mettre des sanctions aussi pour obliger les entreprises qui collectent des informations de tout un chacun, de chaque individu, les obliger finalement à protéger ces informations, puisque sans ce cadre-là, alors on aura une problématique effectivement de la confiance dans le numérique. Intéressant. Tu parlais aussi, quand on s'était eu au téléphone, d'un rapport qui est sorti de l'Agence de l'Union européenne pour la cybersécurité. Et
parles notamment du futur de la sécurité et des menaces qui sont émergentes. Est-ce que tu aurais quelques éléments à nous partager de ce rapport? Je crois qu'il parle de 2030, si je me Oui. souviens bien. Alors, donc l'ENISA, c'est effectivement l'agence européenne pour la cybersécurité. Alors, il y a aussi d'autres agences dans le monde hein, qui font aussi des prédictions, mais l'ENISA, ils sortent un rapport sur les menaces chaque année. C'est toujours intéressant de lire parce qu'on peut voir que les menaces de 2019, 2020, 2023 ont complètement changé en fait. C'est normal. Le monde de la cybersécurité, le monde de la sécurité est en constante évolution. Et donc en fait, il faut pouvoir se préparer par rapport à la situation actuelle. Mais lorsque vous allez mettre des mesures de sécurité en place, hein, peut-être que ces mesures de sécurité vont évoluer par rapport à la menace et donc ça va impacter votre budget, ça va impacter la manière dont vous allez gérer l'information, ça va impacter l'investissement aussi hein, par rapport aux nouvelles technologies. Donc c'est toujours très intéressant de pouvoir aussi se projeter et d'avoir une vision un peu plus lointaine. Alors, donc l'ENISA a sorti un rapport, ce n'est pas vraiment un rapport parce que c'est quelques points finalement, je crois qu'il y a une vingtaine de points sur quelles pourraient être les menaces en 2030, en tout cas les menaces émergentes. C'est très difficile effectivement de se projeter en 2030 parce que je pense que personne ne se projetait au télétravail en 2021 par rapport à effectivement 2019. Ouais, donc c'est très difficile de se projeter, néanmoins ça a un impact effectivement pour toutes les entreprises. Et de ce rapport-là, il y a quelques points qui sont intéressants justement sur le contexte actuel et sur les menaces actuelles. On peut voir que dans ce rapport-là, il y a... typiquement on parlait de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle en 2019, on n'en parlait pas. En tout cas, dans les menaces, les top 20, on n'en parlait quasi pas. Maintenant, effectivement, c'est une menace qui devient réelle. Pourquoi? Parce que tu as des solutions technologiques. Prenons ChatGPT par exemple, ou prenons Agent. Je ne sais pas si tu connais Agent. Agent, c'est une application qui te permet effectivement de créer un avatar, de faire de la traduction instantanée. Et donc, tu peux, toi, t'enregistrer, tu fais 30 secondes de vidéo, et alors il va traduire la vidéo en changeant le mouvement de tes lèvres avec ta voix dans une langue différente, en allemand, en anglais, en espagnol. C'est intéressant de le voir parce que comme ça, on a un peu l'idée de à quoi ressemble son intonation dans une différente langue. Mais imagine-toi que si une entreprise te permet, et tu peux faire le test gratuitement, hein, te permet en 30 secondes gratuitement de pouvoir en vidéo modifier ta voix, modifier le contenu de ce que tu es en train de dire, alors imagine effectivement avec les solutions existantes, les possibilités que tu as en deepfake, les possibilités que tu as à pouvoir prendre la voix de quelqu'un et puis changer complètement le message, l'envoyer par WhatsApp ou par Facebook et puis expliquer ah ben tiens finalement est-ce que tu peux m'envoyer 100 € à ce compte-là. Et donc effectivement il faut pouvoir se projeter pour les individus ou pour les entreprises sur l'utilisation et la malutilisation de ces nouvelles technologies et pouvoir dorénavant se protéger. Et donc, typiquement, pour la sensibilisation aux CEO de grosses entreprises, écoute, je pense qu'effectivement, ces nouvelles techniques sur un rapport effectivement par rapport à ce que tu peux dégager sur une fraude au CEO, je pense effectivement qu'il faut peut-être mettre des mesures en place, expliquer typiquement, oui, on peut prendre ma voix complètement et demander à ma secrétaire de faire un paiement ou de faire quelque chose. Pourquoi pas avoir un mot secret entre nous sur certains aspects, avoir des mécanismes à ce niveau-là. Donc voilà, l'intelligence artificielle, c'est un aspect. Tu as aussi tout ce qui est lié à ce qu'on appelle la supply chain attack, donc l'attaque de la chaîne d'approvisionnement. En gros, ça fait partie de la digitalisation. Tu travailles de plus en plus avec des fournisseurs de services, de solutions. Comment est-ce que tu peux garantir que ces fournisseurs de services et de solutions vont garantir effectivement la sécurité de tes données, de celles de tes clients finalement? Comment tu peux garantir effectivement qu'eux ne vont pas être un point d'entrée? Donc ça effectivement, c'est encore une fois hein, de retour sur investissement pour les groupes de hackers. On va targeter plus un acteur qui est présent chez 1000 entreprises plutôt que viser une entreprise.
Voilà, c'est simplement de pouvoir faire de l'optimisation et de la rentabilisation. On parlait de la vie privée. Alors ça, c'est vraiment un sujet qui est très très intéressant et très important. On a des réglementations justement sur la protection des données à caractère personnel, mais effectivement avec l'utilisation de tous ces outils digitaux, est-ce qu'on peut encore garantir la protection de la vie privée pour tout le monde? On a une évolution aussi technologique sur l'utilisation des données, que ce soit biométriques, le visage, comme je t'ai dit, en 30 secondes, effectivement, de vidéo, là maintenant, je peux changer complètement le contenu de notre conversation. Tu as des histoires horribles de deepfake où effectivement tu as une personne qui est habillée sur une photo et puis voilà, avec un outil d'intelligence artificielle, tu la rends complètement nue et c'est bluffant tellement c'est réel. Et donc effectivement, ces questionnements liés à la protection des données à caractère personnel, à la protection des individus, ça c'est un élément qui est important. Un autre point, on parlait de géopolitique, on a un contexte géopolitique qui est assez compliqué pour l'instant, avec de plus en plus d'acteurs étatiques, effectivement, qui, pour des fins politiques, liées à l'espionnage, liées effectivement peut-être à le besoin, la nécessité de pouvoir faire mal à un pays, vont effectivement, à mon avis, viser de plus en plus de pays. Et là, très récemment, il y a eu une suite d'attaques DDoS, donc de déni de service. Des milliers d'ordinateurs ont attaqué des sites de la ville de Lausanne, des sites effectivement d'organisations internationales ou d'organisations publiques, lors de la visioconférence avec Zelensky. Donc effectivement, tu as ce type d'attaque-là qui va, à mon avis, augmenter effectivement compte tenu du secteur, de la situation géopolitique. C'est un petit peu des guerres modernes tout à fait. qui se pratiquent entre États. Ouais. Oui, tout à fait. Et là, il va y avoir également une course à l'armement et toutes les questions aussi de souveraineté sont importantes pour chacun des pays avec les armes qu'ils peuvent avoir, mais je pense effectivement ces questions de souveraineté, il y a des évolutions législatives pour chacun des pays. On peut voir effectivement qu'il y a eu la fin du Privacy Shield, donc de l'accord effectivement entre l'Europe et les États-Unis, entre la Suisse et les États-Unis, justement de cette adéquation par rapport aux législations de la vie privée. Voilà, cet accord a été stoppé, il a été repris en Europe, mais il ne l'est pas encore au niveau de la Suisse. Donc normalement, on ne pourrait pas partager des informations avec certains acteurs aux États-Unis. Donc, effectivement, les aspects de souveraineté numérique sont essentiels, surtout, je pense, pour les acteurs étatiques, les gouvernements, les communes, les cantons. Je pense que c'est très important de pouvoir garantir effectivement le service aux citoyens et de pouvoir effectivement continuer cette confiance dans des outils digitaux. Est-ce que tu penses que c'est encore possible, cette souveraineté numérique, sachant qu'on utilise énormément de produits américains et même les infrastructures qui deviennent de plus en plus privées? Bien sûr. Je pense effectivement que c'est un point qui est très important. Maintenant, effectivement, il y a une situation actuelle par rapport aux outils et aux solutions qui existent. Effectivement, on va dépendre plus des Américains et des Chinois. On n'a que très peu d'outils qui sont propriétaires. Pourquoi? Parce que finalement, c'est un manque d'investissement en fait. C'est un manque d'investissement et c'est un manque aussi de réglementation. Et donc, si on veut changer les choses, il va falloir aussi changer la manière dont on voit les choses. C'est-à-dire imposer aussi cette souveraineté numérique aux acteurs économiques, de dire, écoutez, oui, mais les données sans doute restent ici, ou vous devez prendre des mesures de sécurité. Et je pense aussi, pour la Suisse, il va falloir également investir dans des infrastructures. Et qui dit investir dans des infrastructures pour la Suisse, 8 millions, 9 millions d'habitants,
dit un coût. Et donc, effectivement, il faut réfléchir au coût du respect de la vie privée et de la protection des citoyens. C'est un questionnement qui est en cours, hein, à la fois au niveau fédéral, puis à la fois au niveau cantonal. Donc cette question-là, elle est en cours de réflexion, mais encore une fois, je pense que si jamais on ne va pas plus vite, on va simplement être en retard par rapport à l'évolution technologique et digitale. Donc tu as tout à fait raison, c'est un point essentiel. Mais pour l'instant, qui voilà, n'est pas encore très mature, ou en tout cas, il n'y a pas d'orientation ou de stratégie qui est définie et financée. Est-ce qu'il y a une actualité récente qui t'a marqué? Oui, alors, je lis beaucoup de livres, et surtout de la fiction, des policiers. Et puis il y a peut-être un cas qui est intéressant, c'est le cas de Malas Locker. Malas Locker est un groupe d'activistes qui a sévi au début de cette année. Et en fait, ils n'avaient pas de revendications financières, ils n'étaient pas là pour voler de l'argent. En fait, leur objectif, ce sont vraiment des activistes. Ils ont été visés des institutions bancaires ou des institutions qui allaient à l'encontre du climat, en leur expliquant, voilà, on a bloqué votre système d'information, et donc finalement, vous devez payer une rançon, mais vous n'allez pas la payer à Malas Locker, vous allez payer cette rançon à des organisations qui justement luttent contre le réchauffement climatique, qui effectivement ont des buts de développement durable. Et donc effectivement, je pense personnellement qu'on va voir de plus en plus de ce type d'attaque, parce que ça reste quand même une attaque. Il faut se poser la question, imagine comme organisation internationale, est-ce que tu vas accepter cette rançon-là ? Est-ce que c'est légal de pouvoir accepter la rançon ? Mais effectivement, je pense qu'il y a à l'heure actuelle, avec le changement climatique, avec toutes ces questions liées aussi au développement durable, je pense qu'on va voir de plus en plus de cas de ce type-là. C'est une des menaces, effectivement, qui augmente également. Et je parlais justement des livres de science-fiction, c'est parce que si tu regardes les scénarios de Black Mirror sur Netflix, si tu lis certains scénarios de films, finalement, on n'est pas très loin de la réalité. Et donc, ils avaient simplement quelques éléments d'avance, mais on est très très proche de ces scénarios-là. On a dit qu'on ne faisait pas peur, mais c'est vrai qu'il faut les regarder de près. Oui, tout à fait. Non, mais je pense qu'il faut simplement, encore une fois, se préparer, il faut être prêt. Ouais. C'est ce que j'explique toujours aussi aux dirigeants. Soit nous, on est appelés parce qu'il y a eu un incident, et trop souvent on est appelé parce qu'il y a eu un incident. Et lorsqu'on fait ce genre d'explication justement aux dirigeants sur les nécessités à protéger son système d'information, on est obligé de raconter ce genre de scénarios qui sont réels, puisque nous on le voit tous les jours. Et donc c'est vrai qu'il faut sans doute sortir du secteur de la peur, et plus aller vers l'orientation, voilà, quelles sont les actions concrètes que l'on peut prendre. Mais ça reste une réalité dans nos métiers, finalement. Nous, on le voit tous les jours, donc on a une déformation professionnelle. Mais notre objectif à nous, experts justement en cybersécurité, c'est de protéger les entreprises. C'est notre but, en fait. Et donc, effectivement, nous, on voit le côté assez noir parce que c'est quotidien, en fait. C'est quotidien de pouvoir défendre les entreprises par rapport à tout type de menaces. Est-ce que tu aurais des sources d'informations à nous partager, des chaînes YouTube ou autres où on pourrait aller justement se renseigner sur la cybersécurité ou un autre sujet? Alors, je vais peut-être renseigner tout d'abord le Centre de la cybersécurité nationale suisse, qui informe beaucoup. Oui. La Trust Valley, avec qui on est partenaire, qui a rédigé un guide pour les PME, et donc ressources gratuites pour s'informer et se protéger. Alors, pour aller un peu plus loin aussi, il y a 2 podcasts que je peux recommander.
sur Spotify. Il y en a un qui s'appelle No Limit Sécu. C'est hebdomadaire et il y a des témoignages justement sur des personnes qui se sont fait hacker. Donc, moi, je trouve que c'est super intéressant. Et puis, on explique aussi, alors c'est peut-être un peu plus pour les experts en cybersécurité, quelles sont les nouvelles menaces et puis les nouvelles solutions de sécurité. Pour tout un chacun, il y a un podcast qui s'appelle La cybersécurité racontée à ma grand-mère, qui vulgarise aussi les aspects de cybersécurité. Et puis pour terminer, il y a un livre qui est sorti cette année, qui a été écrit par Philippe Morin et le professeur Guernauty, qui est une professeure de l'université de Lausanne. Donc le livre est disponible chez Payot. Le titre c'est Off, et en fait c'est une fiction qui se passe aux États-Unis, qui subit une cyberattaque et où il n'y a plus de connexion Internet. Alors, un scénario qui est peut-être plausible, hein, mais qui adresse effectivement notre dépendance à l'outil digital, et la manière dont c'est abordé avec toutes les conséquences et les impacts, ça amène à réfléchir. Et puis c'est un livre qui est aussi intéressant et facile à lire. Eh bien, on mettra toutes ces références dans la description YouTube. Et enfin, ma dernière question, est-ce que tu aurais une personne à nous recommander, à inviter sur la chaîne? Oui, c'est Édouard Duverger qui est le CIO de MCI Group, qui est une entreprise mondiale active voilà, dans l'événementiel, dans le marketing. Et en fait, Édouard a fait une migration vers le cloud. Donc maintenant, l'entreprise est complètement dans le cloud. Et je pense qu'effectivement, il y a beaucoup d'entreprises, surtout en Suisse, qui ont peur du cloud, parce qu'effectivement c'est un changement en matière justement d'utilisation, de collaboration, de réflexion budgétaire et financière. Mais effectivement, eux l'ont réussi et de très belle manière. Et notamment durant le Covid, effectivement, le fait d'être dans le cloud, faciliter le télétravail, ça a été, je crois, effectivement un des facteurs de succès. Donc voilà, j'aimerais beaucoup qu'il vienne partager son expérience et son expertise par rapport justement à cette migration cloud. Eh bien, on l'invitera avec grand plaisir. Quentin, merci infiniment. Mais merci à toi de m'avoir invité. C'était un grand plaisir de pouvoir discuter de ces aspects de cybersécurité. Puis peut-être si j'ai un dernier message, c'est effectivement toutes les personnes qui ont un attrait vers la cybersécurité, n'hésitez pas, il manque beaucoup de personnes effectivement dans ce secteur. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est ouvert à la reconversion professionnelle telle que la mienne. Et puis il y a effectivement de belles filières aussi de formation en Suisse romande, puis en Suisse en règle générale. Il faut absolument aussi avoir plus de femmes, puisqu'ils représentent 10 à 20% à l'heure actuelle. Donc voilà, si j'ai un message à faire passer, c'est une filière effectivement qui est très passionnante, avec beaucoup de débouchés. Donc je recommande tout un chacun de pouvoir se lancer aussi dans la cybersécurité. Merci beaucoup, le plaisir était partagé. Merci.